Bienvenue sur Chronique, les séries de podcasts inédits de Mapato. Dans nos podcasts, nous donnons la parole à des patients, des aidants et des soignants. Alimentation, sexualité, travail, gestion du quotidien, prise en charge. Nos invités nous partageront leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. L'objectif est simple, informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie dans un esprit positif et collaboratif. Je suis Lorraine, je suis patiente chronique et je serai votre hôte sur Chronique. Je vous emmène à la découverte de ces témoignages qui, je l'espère, pourront vous éclairer et vous accompagner au quotidien. Bienvenue dans cette série de podcasts dédiés au TDAH, rendue possible grâce au site Parlons TDAH. Aujourd'hui, nous plongeons dans le récit inspirant d'Arthur, un jeune homme de 22 ans, qui a découvert une force incroyable dans son combat contre le TDAH. Tout a commencé lorsque les parents d'Arthur ont consulté un psychiatre pour une problématique familiale. Ce qui semblait être une recherche de solutions pour la famille a finalement conduit à un diagnostic inattendu. Arthur avait un TDAH. Mais pour lui, c'était bien plus qu'un simple diagnostic. C'était une étiquette qu'il n'avait pas envie de porter. Durant 1 an, Arthur est resté dans le déni. Mais les signes du TDAH ont fini par prendre trop de place dans sa vie. Surtout lors du divorce de ses parents. C'est à ce moment-là qu'Arthur a commencé à accepter sa condition et à chercher des moyens de la gérer. Sa passion pour la musculation lui a offert un premier soulagement, mais un accident l'a contraint à trouver d'autres voies pour se différencier. C'est ainsi qu'est né le blog Éveil du TDAH, où Arthur partage son quotidien, ses expériences et les stratégies qu'il a mises en place pour faire face à ses difficultés, notamment la gestion des émotions et l'impulsivité. Malgré ses obstacles académiques, Arthur a décidé de poursuivre ses études supérieures, porté par le désir de faire grandir son projet et d'aider d'autres personnes confrontées au TDAH. Dans cet épisode, plongé dans l'histoire captivante d'Arthur, nous aborderons différents aspects de la scolarité. Je vous laisse sur notre conversation et vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Bonjour Arthur. Bonjour Lorraine. Je suis ravie de t'accueillir sur Chronique, le podcast de Mapato. On va aborder ensemble le TDAH aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire qui tu es ? Bien sûr. Alors, merci dans un premier temps pour ton accueil Lorraine sur ce podcast. Donc, je m'appelle Arthur Jasinski. J'ai à peu près 22 ans, si je dis pas de bêtises, bientôt. Et donc, eh bien voilà, j'ai été diagnostiqué il y a quelques années d'un TDAH, on va sans doute en parler un petit peu. À côté de ça, j'ai pu monter plusieurs activités, dont une liée au TDAH justement, voilà, qui a pour but d'accompagner, d'aider ces personnes. Donc, c'est un plaisir d'intervenir sur ce podcast encore une fois. Trop chouette. Et comme tu l'as dit, on va commencer par le tout début de l'histoire. Et du coup, je veux bien que tu nous parles un peu du diagnostic, quels ont été un peu les premiers signes, comment ça s'est passé pour tes parents, et que tu puisses nous raconter un peu tout ça. Bien sûr. Alors, pour ce qui est du diagnostic, lorsque mes parents sont allés voir la première fois un psychiatre qui était voilà, un psychiatre traditionnel, pas forcément de spécialisation ou de quoi que ce soit connu, en tout cas de la part de mes parents, eh bien ce psychiatre donc aidé et accompagné mes parents pour un autre problème qui était plus un problème familial en général et qui n'avait pour le coup rien à voir avec moi directement. C'est-à-dire que j'étais bien conscient que j'étais disons un problème à ce moment-là au sein de la famille, car mon comportement, mon attitude et les symptômes directement liés au TDAH, si je ne le savais pas encore, eh bien jouaient dans l'ambiance familiale. Et donc mes parents consultaient ce psychiatre au moment où donc, j'étais au collège, je devais être en 5e, 4e, pour justement ces problèmes familiaux. Après m'avoir eu plusieurs fois en consultation, le psychiatre s'est intéressé à moi et il se trouve que ce psychiatre ensuite m'a diagnostiqué un TDAH. Ce qui a un petit peu fait, voilà, de fil en aiguille, on a compris un petit peu, voilà, ce qui se passait de mon côté. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas forcément des résultats qui étaient à la hauteur des espérances des professeurs de mes parents et voilà, d'autres personnes à l'école et bien d'autres choses.
OK. Et justement, toi, quand le mot a été posé TDAH, donc je pense qu'à ton âge déjà, tu connaissais pas forcément ce que c'était. Est-ce qu'on justement, on te l'a expliqué? Et comment est-ce qu'on t'a expliqué aussi comment, bah, ce TDAH impliquait en fait tous les signes, et symptômes, si on peut dire? Alors, on m'a, en fait, lorsque j'ai été diagnostiqué, donc finalement, on a posé ce terme, hein, qui est TDAH, que je ne connaissais absolument pas. Je m'étais pas du tout intéressé, j'avais aucune raison de le faire à la base. Et, et donc pour le coup, c'est vrai que bon, lorsque j'étais chez lui et lorsqu'il m'a diagnostiqué, pour le coup, j'ai pas eu vraiment envie de savoir. J'étais tout de suite très rapidement dans le déni, dans le sens où je vais pas poser plus de questions que ça. Pour moi, c'était simplement une étiquette qui allait que j'allais devoir porter et surtout supporter parce que j'avais déjà pas de confiance en moi, pas d'estime de soi et donc ça allait être très compliqué pour moi. C'est un petit peu ce que je voyais. Je voulais vraiment me fondre dans la masse, pas du tout me démarquer avec une étiquette ou quoi que ce soit. C'est ça. Et du côté de tes parents, je sais pas si tu as pu en discuter avec eux, mais est-ce que justement, eux, ça les a un peu éclairés justement sur des comportements que tu pouvais avoir? Tout à fait. Alors, je sais que mon père était tout à fait OK avec ce diagnostic, dans le sens où il retrouvait absolument toutes les situations que voilà que ce psychiatre décrivait pour décrire le TDAH. Lui, de son côté, avait commencé aussi à faire deux trois recherches pour aussi s'intéresser à ce trouble parce qu'il avait plus de recul que moi à ce moment-là, bien sûr. Et donc voilà. Après ma maman, ça a pas été la même chose, c'est-à-dire que elle a davantage été dans un déni aussi du diagnostic au départ, hein, euh, pour des raisons que voilà, je me suis pas forcément posé, mais pour le coup, elle était dans le déni aussi. Euh, et je pense que ça lui faisait peur aussi d'accepter ce diagnostic. On a toujours, je pense, quand on est parent, une une idée de ce que doit être notre enfant, l'idée idéale, et c'est normal. C'est compliqué, je pense, à accepter que son enfant ne soit pas l'idée idéale qu'on se soit faite de lui. Ouais. Et justement, toi, comment tu es passé un peu de la phase de déni, justement, à acceptation? Est-ce que ça a pu impacter ou influencer tes relations avec, que ce soit famille ou tes amis? Alors, pendant un bon bout de temps, je suis resté dans le déni, donc pendant facilement 8 mois, un an, je pourrais pas vous dire exactement. En tout cas, ce qui m'a fait quelque part réfléchir à accepter ce diagnostic, c'est à partir du moment où j'avais plus personne pour remplacer la partie avant de la partie frontale de mon cerveau, c'est-à-dire que j'avais ma maman qui était très présente pour le coup pour moi lorsque j'étais justement encore chez elle et donc chez mes parents, chez mes deux parents. Euh, En revanche, ça a posé problème à partir du moment où il y a eu le divorce de mes parents et où je me suis retrouvé donc vraiment d'une semaine à l'autre, de la semaine d'avant, ma maman qui vient me réveiller le matin, qui vient qui me réveille, qui fait mon petit déjeuner, qui regarde bien que j'ai pris mon sac avant de partir en cours, qui rattrape finalement toutes les bêtises que je pouvais faire liées directement à mon TDAH, hein, et donc à l'inattention, à la distractibilité que ça pouvait entraîner, à une semaine où je me retrouve habité chez mon papa, seul, parce qu'il est en déplacement toute la semaine, à uniquement me gérer moi-même, c'est-à-dire que si personne me réveille le matin, enfin si je me réveille pas le matin, personne me réveille. Si je me fais pas mon petit déjeuner, personne va me le faire. Si je vais pas à l'école, personne va m'emmener, etc., etc. Et donc à ce moment-là, je me dis ok, je suis directement confronté en fait aux symptômes du TDAH et surtout aux conséquences de ces symptômes. Et je me dis j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, c'est-à-dire que si je reste comme ça, je suis viré. Je mange un repas entre Pas autres sain, ouais. pas sain du tout, hein, Mmh. toutes les 3 heures et demie, et ça va pas le faire. Donc concrètement, je me dis allez, on y va, on se prend un petit peu en main et on va commencer à s'intéresser à ce TDAH parce que je vois concrètement maintenant les conséquences que ça a et je me doute bien que c'est pas normal. Donc je retourne voir ce psychiatre et là donc on pose un petit peu plus le truc. Je suis toujours un petit peu réticent à l'idée d'accepter ça, mais
je vais le voir. Et lui avait très bien compris finalement quelque part comment je fonctionnais et ce qui me plaisait dans la vie. C'est-à-dire que j'avais trouvé durant cette année-là une passion, quelque chose qui m'animait réellement, qui était la musculation. C'était un sport qui me plaisait beaucoup, qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là, du fait que c'était un sport où on fait des efforts très intenses sur très court terme et plusieurs fois d'affilée, ce qui permettait en fait ça je l'ai compris après, de stimuler davantage cette dopamine et donc qui procurait beaucoup de plaisir et donc qui aidait à la concentration et à alléger au final tous les symptômes du TDAH. Bref. Et donc je me suis mis à fond là-dedans et je me suis intéressé, comme finalement toutes les personnes qui ont un TDAH qui s'intéressent à fond sur un domaine, qui se passionne pour quelque chose, je m'y suis mis à fond. Je m'y suis intéressé également à la nutrition, à tout ce qui tournait autour de ça. Et donc bon bah voilà, je commence à être très calé là-dessus. Et lui, il a bien vu, donc il commence à me tester un petit peu, à me challenger sur mes connaissances pour voir vraiment jusqu'où ça va. Et puis il commence à me parler de lui. Il me dit bon bah voilà, moi je fais également tel sport. Je sais que j'ai quelques douleurs à certaines articulations. Qu'est-ce que tu me recommanderais comme complément alimentaire? Donc, moi, je commence à lui parler de glucosamine, de collagène, bref, de pas mal de choses qui permettent justement de prévenir de ces blessures-là. Et donc lui, mais moi je le fais vraiment très naturellement, sans aucune prétention évidemment. Et la séance d'après, je retourne dans son bureau et je vois une petite boîte ou deux petites boîtes, je sais plus, avec les fameux compléments alimentaires que je lui avais recommandés. Et donc là, je me dis mais attends, il a vraiment acheté ça alors que je lui ai dit d'acheter ça. Enfin, pour moi, c'était pas logique parce qu'il était médecin. Et pour moi, j'avais aucune légitimité dans rien déjà, mais encore moins dans ça. Et donc je lui dis, un petit peu surpris, je lui dis mais vous l'avez acheté? Il me dit bah oui, tu me l'as recommandé et tu m'as dit explicitement pourquoi tu les prenais et voilà, ça me paraît logique en fait et il me dit voilà, un peu surpris, mais donc je me dis en fait à ce moment-là, ok, il me fait confiance un moment, donc moi je suis obligé quelque part de lui faire confiance en retour aussi, c'est la moindre des choses, et donc à partir de ce moment-là, je lui dis ok, bon bah j'ai un TDAH, vous me l'avez dit, je le sais, donc maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est à partir de là où il commence vraiment à m'expliquer ce qu'est le TDAH, comment ça se manifeste, ce que ça va entraîner dans mon quotidien, de positif aussi, pas que de négatif, et comment est-ce qu'on peut faire en sorte de trouver des solutions et d'avancer ensemble. Évidemment, il explore un petit peu la piste du traitement, c'est son rôle en tant que psychiatre, et donc moi, je m'arrête pas là, je lui demande davantage de choses. C'est à partir de là où j'ai commencé un petit peu mes recherches de mon côté aussi. Chouette. Non, c'est super parce que tu vois, tout à l'heure, tu parlais aussi du fait que ça avait impacté ton estime de toi, forcément la confiance en toi. C'est à partir de ce moment-là aussi que tu as commencé à reprendre confiance en toi, où il y a eu il y a eu d'autres éléments aussi, d'autres événements qui ont fait que tu as repris confiance en toi. Exactement. Je pense que alors le fait de me retrouver face à mes responsabilités, plutôt aux responsabilités qu'entraînaient les symptômes de TDAH, m'ont poussé bizarrement à devoir trouver des solutions. Et notre cerveau est bien fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on apporte à quelque chose à notre cerveau qui lui permet de mieux fonctionner, il va en redemander. Et moi, c'était ce sport qui était la musculation qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là, où ça a été la solution quelque part numéro 1, qui m'a vraiment aidé, qui m'a permis de me dire ok, je me mets un cadre, c'est-à-dire que tous les jours j'ai le sport à telle heure, je sais que je dois y être à telle heure, je sais qu'il y a des personnes qui comptent sur moi pour que j'y sois à telle heure, donc je commence à me mettre un cadre. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment commencé à pouvoir justement trouver des solutions qui me permettaient de cadrer tout ça et de pouvoir mettre en place des choses plus saines et bénéfiques. Et je pense que, pour revenir à cette question de confiance, la musculation a beaucoup joué là-dedans, du fait que, pour une fois dans ma vie, j'ai l'impression de progresser quelque part, et par moi-même, pas par les autres, pas parce qu'on m'a aidé, pas parce qu'on m'a donné la feuille avec les réponses dessus, mais vraiment par moi-même. Et donc, ça a été vraiment un grand pas qui m'a permis ensuite de pouvoir faire d'autres choses et de me dire ok, je suis peut-être capable finalement de faire des choses par moi-même sans avoir l'impression que je suis pas légitime pour le faire. Ouais, c'est ça. Et justement parce que tout à l'heure tu disais que au moment où tu as eu le diagnostic, il y a eu l'événement familial du divorce de tes parents. Est-ce que tous ces événements ont fait que
le TDAH aussi a peut-être impacté un peu plus tout l'aspect scolaire, je dirais. Parce que du coup, tu disais que quand tu étais en semaine chez ton papa, tu pouvais avoir plus de difficultés à avoir cette motivation, cette concentration. Comment tu as fait justement pour avoir ton diplôme et continuer ta vie scolaire avec tout ça? Alors, il faut savoir que pendant cette période de transition, j'ai eu un petit souci, enfin bon voilà, qui était que je suis passé en fait, j'étais donc dans une école privée catholique, donc qui était assez stricte, on va dire malgré tout, sur les attentes et sur les attendus. Donc j'étais à ce moment-là en troisième. Donc maintenant c'est très clair. Voilà, j'étais en troisième et j'ai redoublé ma troisième. Concrètement, j'ai eu mon brevet avec mention assez bien. Mais j'ai redoublé ma troisième parce que au niveau d'un point de vue scolaire sur mes bulletins, j'étais pas très bon. Hein. Concrètement, je devais être à 11. C'était pas suffisant d'après les professeurs ou d'après certains professeurs en tout cas euh, pour aller dans la voie dans laquelle je voulais aller, c'est-à-dire continuer sur quelque chose sur une seconde générale et pas professionnelle. Et donc euh, et donc je me dis bon bah ok donc concrètement, personne ne force rien, hein, je redouble. Et je me dis, par contre, je vais pas redoubler dans ce collège-là. Je vais aller redoubler dans un autre collège, bon, plus proche de la salle de musculation dans laquelle je venais de m'inscrire, évidemment. Donc, cette fois-ci public. Et donc là, pour le coup, j'arrive en troisième. Euh, et j'ai l'impression que ça ne me sert à rien du tout. C'est-à-dire que là, j'étais dans la boucle vraiment de la musculation à fond, donc je ne pensais presque qu'à ça. Je voulais vraiment tourner ma vie vers ça parce que, pour une fois, encore une fois, hein, c'était quelque chose où j'avais l'impression de bien y arriver et qui compensait largement les résultats scolaires derrière dans ma tête. Et, euh, et donc, pour le coup, je ne faisais absolument rien durant cette année-là, mais je m'en sortais très bien. Pour le coup, j'ai fini à peut-être 14,5, mais juste parce que j'avais eu les connaissances que j'avais eues dans le privé avant, qui me permettaient d'être à peu près à ce niveau-là dans le public. Voilà, c'est tout. Et donc, évidemment, de réapprendre une seconde fois les choses aussi, ça aide. Et donc voilà. Mais après, pour le coup, au lycée, etc., ce qui m'a vraiment permis d'aller plus loin, déjà, c'est de m'orienter. Euh, voilà, j'ai pas écouté les personnes qui me disaient tu ne dois que faire une filière générale à fond et toutes les autres, quelque part, c'est pas pour toi ou c'est pas à la hauteur, je ne sais pas quoi. Enfin, tout un tas de bêtises qu'on peut entendre. Moi, ce que je me suis dit, c'est simplement, j'ai bien compris que je pouvais pas rester assis sur une chaise tout le temps, toute la journée. C'était pas fait pour moi, donc je me dis, ok, comment est-ce que je peux faire? Bon, bah, il y a la voie technologique. Donc, je vais aller en voie technologique. À ce moment-là, je m'aperçois que j'aime bien l'informatique. Mon père est dans l'informatique, il est ingénieur en informatique, et donc, évidemment, dans ma tête, mon père, et c'est normal, me dit, bon, bah, ce serait bien, hein, je pense que tu as vraiment les capacités pour devenir ingénieur en informatique. Je me dis, génial, je vais être ingénieur en informatique. Donc, du coup, je me mets à fond là-dedans. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour devenir ingénieur en informatique? Une STI 2D, donc c'est la voie technologique, je vais en STI 2D. Et là, plus de pratique. C'est pas encore incroyable. Pour le coup, c'est pas dans cette voie-là qu'on apprend à devenir un développeur incroyable, mais c'est pas grave. Ça me permet en tout cas d'avoir un peu plus de pratique et c'est déjà ça. Euh, j'ai de plus en plus de mal quand même malgré tout. Et donc à partir du moment où ça commence à être vraiment trop compliqué, où c'est vraiment compliqué, je me dis il faut que je trouve autre chose à côté parce que si je fais pas autre chose de mes mains à part voilà l'école, ça va être très compliqué. Sachant qu'à ce moment-là, durant l'été donc du passage de ma seconde à ma première, donc seconde générale vers première technologique, euh, un accident tout bête en été où j'étais en vacances avec une amie, cette amie me pousse en haut d'une falaise et là je me retrouve à tomber dans de l'eau, donc jusque-là tout va bien, sauf que je suis arrivé sur une pointe où il y avait peut-être 30 cm d'eau et donc là je me fais une rupture complète des ligaments croisés internes externes, du ménisque et de tout, voilà, le genou un peu broyé quoi, concrètement. Et donc là en fait il se passe que je m'étais vraiment bien épanoui dans cette activité qui était la musculation. Et là, je me retrouve du jour au lendemain en fait, je savais pas à ce moment-là que j'avais eu tout ça, c'est-à-dire que je me rends compte, moi, évidemment, j'avais un petit peu d'ego de côté, j'étais jeune, donc je montre rien. Et je fais comme si tout allait bien. Sauf que
je sens qu'il y a une gêne, je sens que sur mes performances en musculation, j'avais toujours progressé. Là, je commence à stagner, voire même à régresser au niveau des jambes, et je me dis, c'est très bizarre, et c'est très frustrant. Et donc, je vais voir un médecin du sport, et il me dit, bon, bah, ton genou, voilà, c'est très compliqué, là, faut qu'on opère dès la semaine prochaine, sinon, à 30 ans, tu peux plus marcher parce que c'est arthrose, quelque chose comme ça. Donc voilà. Je dis, bon, bah, ok. Sauf que il m'a fait tout ça, il m'a mis une vis au niveau du ménisque, pas mal de choses. Et ce qu'on m'avait pas dit, c'était qu'avant l'opération, j'étais censé partir juste pour 2 semaines de repos. Sauf qu'ils se sont rendus compte lorsqu'ils ont ouvert que mon ménisque était dans un état très très compliqué, et donc ils ont décidé de travailler également sur le ménisque. Et donc là, on passe de 2 semaines à 3 mois de repos, à 3 mois de ne pas pouvoir concrètement marcher sur ces 2 jours. Et donc là, bon, bah, arrêt total de la musculation. Quand je me réveille, c'était une belle surprise. Et donc là, à partir de là, je me dis, ça va être très compliqué parce que j'ai plus que l'école comme point de référence. Concrètement, je me rends bien compte que je suis pas brillant là-dedans, loin de là. Je perds tout ce que j'avais pu, toutes les performances, etc., que j'avais pu travailler jusque-là pendant les dernières années. Et donc là, très compliqué. Donc je me dis, qu'est-ce que je peux faire de ma vie maintenant qui peut m'aider à continuer, parce que la musculation, malgré tout, me donnait la motivation, me donnait un petit peu de dopamine pour continuer à être bien en cours. La journée, je me disais toujours, attends, tu y vas, mais en fait, tu vas sur le chemin de l'école et t'as fait la moitié du chemin pour aller ensuite à la salle le soir. Et c'était génial parce que je me disais, j'étais dans mon cadre. J'avais ce truc, me dire, bon, bah, allez, plus que 2 heures, et ensuite je peux aller au sport, rejoindre mes amis. Et c'était cool. Là, il y avait plus ça du tout. Et donc là, je commence à me dire, bon, bah, finalement, qu'est-ce qui différencie un petit peu? Qu'est-ce qui fait, voilà, qu'est-ce que tu as pu mettre un petit peu en place et qui différencie les autres, positivement, négativement, peu importe, mais que tu pourrais apporter et qui pourrait servir un petit peu aux autres. Et donc là, je me dis, bon, bah, concrètement, il n'y a pas 20 000 choses. Bah, il y a finalement le fait que j'ai un TDAH et que j'ai pu mettre en place deux, trois choses pendant que j'étais justement dans cette période où il y avait la musculation, avec la routine, où je me sentais très bien, où j'avais un vrai cadre, où tout allait bien. Et donc à ce moment-là, je me dis, bon, bah, je vais partager ces 2-3 techniques, ou ces 2-3 choses qui m'ont bien aidé. J'avais pris le traitement, donc également, je me dis, bon, bah, pourquoi pas faire un retour également sur comment est-ce que j'ai vécu cette prise de ce traitement-là en question. Donc je fais un article là-dessus. Je vois que ça marche très bien. Enfin, ça commence à bien marcher, en tout cas pas très bien, mais ça marche bien. J'ai des retours, c'est surprenant. Et donc je me dis, bon, bah, je vais continuer. Je vais en faire 2-3 autres. Et jusqu'au moment où je me dis, bon, bah, voilà, j'en fais quasiment un par jour. Et c'est cool. Et voilà. Et j'apprends un petit peu comme ça. Et c'est à ce moment-là que, concrètement, oui, bah, je crée l'éveil du TDAH. Voilà. Super, trop bien. Et justement, j'ai fait un petit peu loin. Non, mais c'est hyper intéressant. Et justement, quels sont pour toi les plus gros défis que tu as eu justement dans cette scolarité? Est-ce que c'était cette problématique de concentration, ou il y avait d'autres défis qui étaient compliqués pour toi, en fait, justement, dans cette scolarité? Alors, la concentration, pour le coup, lorsqu'on est à l'école, ça va vraiment, pour moi, être plus une conséquence d'une forte distractibilité qu'on pourra avoir. Par exemple, lorsqu'on est en cours, moi, je sais que c'était quelque chose qui me perturbait beaucoup, cette forte distractibilité. Il y avait une mouche qui volait, j'allais me concentrer dessus. Et c'est ce qui se passait aussi quand finalement il y avait quelque chose qui nous animait un petit peu plus que l'école. Moi, c'était mon sport. J'allais penser, j'allais me faire en boucle dans ma tête exactement pendant 1h30 toute la séance que j'allais faire juste après, parce que je me faisais tout dans ma tête, et c'était une distraction incroyable parce que le professeur parlait et il y avait quelque chose de plus stimulant auquel penser. Donc voilà. Et c'est plus dans ce sens-là que je dirais qu'il y avait un gros manque d'attention, évidemment. Mais en tout cas, avant le traitement, je dis bien aussi avant le traitement parce que le avant-après est différent. Mais avant le traitement, donc on parle de la période où j'étais, voilà, juste, on va dire au milieu de ma seconde, troisième, et avant ça, donc j'étais pas traité, et c'était vraiment, oui, la forte distractibilité. Et il y a quelque chose qui, avec ou sans traitement, de toute façon, reste, même si c'est peut-être un petit peu moins fort avec le traitement, c'était la gestion des émotions. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu
qui a toujours été compliqué quand même, malgré tout, parce que c'est un petit peu en montagne russe et donc il y a des moments où tout va très bien aller et d'autres moments où il y a une réflexion qui est faite ou quelque chose comme ça et notamment, bon là ça va mieux aujourd'hui, mais quand je n'avais pas une forte confiance, enfin je dirais pas qu'aujourd'hui j'ai une forte confiance en moi, loin de là, mais j'ai un minimum d'estime de soi et de confiance en soi, ce qui me permet de faire un peu plus la part des choses. Mais quand on n'a pas cette confiance en soi et cette estime de soi, toutes les remarques qu'on va avoir, ou même pas forcément une remarque, un mot, une phrase qui est ironisée ou autre, pour nous, on va toujours réfléchir. Ce qu'une personne ne ferait pas, n'a pas de TDAH, ne ferait pas, elle va dire bon bah voilà, elle a dit ça, c'est bon, je passe à autre chose. Là, nous, et moi c'était vraiment ça, je réfléchissais toujours à ce que disait la personne, pourquoi elle l'avait dit, est-ce qu'il y avait un sous-entendu, est-ce que il fallait que je me remette en question sur ça, bref, voilà. Et donc c'était très compliqué à ce niveau-là, gestion des émotions, impulsivité aussi. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, et je me souviens aujourd'hui, où je me disais toujours, notamment au primaire, début du collège, après ça s'est calmé un petit peu, mais primaire, début collège, je me disais toujours, le soir, je m'endormais en me disant, mais attends, mais pourquoi est-ce que tu as dit ça? Ou pourquoi est-ce que tu as fait ça? Est-ce que ça n'a pas est-ce que ça n'a pas blessé cette personne? Est-ce que ça lui a pas fait du mal? Est-ce que je devrais m'excuser auprès de cette personne? Et ça, c'était incroyablement pénible et voilà, parce que en permanence, tous les soirs, je me souviens de m'endormir avec cette pensée-là, tout le temps. Il n'y avait pas une journée où il n'y avait pas un truc un peu impulsif qui faisait que j'avais pas de regret après. Voilà. Est-ce que tu as rencontré des difficultés spécifiques justement dans la gestion du temps, la prise de notes, l'achèvement des devoirs? Ça aussi, c'était quelque chose de compliqué pour toi? Tout à fait, tout à fait. Alors surtout à partir de, je dirais en fait, c'est simple, l'année où c'était le plus chaotique, c'était l'année où justement il y avait ce redoublement, donc cette seconde, troisième, où là, il y avait rien. C'est-à-dire que comme j'étais pas du tout concentré sur les cours, c'était pas du tout une priorité pour moi, et il y avait plus personne derrière moi, à tel point que je n'avais pas un seul cahier. Je venais en cours avec un bloc-notes. Et je me disais, mais les feuilles, ça sert à rien, parce que dans tous les cas, ça va voler à droite à gauche dans mon sac. Le soir, j'ai tout ressorti de mon sac, parce que ça a été un énorme bazar, et voilà. Donc, quelque part, là, ça a été vraiment chaotique à ce niveau-là. J'ai dû obligatoirement, à partir de la seconde, me remettre dedans et voilà, me remettre dans les rails à ce niveau-là, parce que sinon, c'était pas possible, évidemment. Mais ça a toujours été très compliqué. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai pu mettre en place entre, je dirais, la première et la terminale, ou surtout la terminale et la première année d'enseignement supérieur. Mmh. Que j'aurais dû mettre en place bien avant. J'avais sans doute pas la maturité pour le faire, mais notamment au niveau de l'organisation. Concrètement, l'organisation, la planification de ce que j'avais à faire, de ce que je devais faire. Parce que là, le problème, c'était que, comme beaucoup, je ne fonctionnais qu'à l'urgence, permanence. Donc, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas une urgence donnée, mon cerveau ne s'activait pas et ne priorisait pas du tout cette tâche. Je priorisais en fonction de l'urgence. Donc, si l'urgence c'était ce soir, j'ai un truc à telle heure, c'était ça l'urgence, par rapport au truc qu'il y avait demain à 19h. Même si le truc qui était demain à 19h, c'était mon bac, et que le truc que j'avais ce soir à 19h, c'était une séance de musculation. Ouais. Il n'y avait pas du tout de priorisation. Et donc ça a été très compliqué. Tes parents ou même toi, vous aviez pu évoquer le TDAH avec les enseignants pour savoir si justement il y avait des choses qui pouvaient être mises en place au collège, au lycée ou autre? Alors, pour le coup, il me semble que pas du tout, à part plus tard au lycée. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un regret que j'ai, mais d'ailleurs j'ai travaillé sur une vidéo sur ça, bref, c'est une petite aparté, mais avec un médecin, parce que ça me semblait important de le dire. Une erreur qui a été faite sans doute par moi et par mes parents par manque de connaissances sur le sujet, c'est de penser que en parler aux personnes qui travaillent dans l'école, ou même faire les procédures pour avoir auprès de la MDPH pour obtenir des aménagements scolaires, ce qui est très important, et je tiens à le souligner, ce qui m'aurait beaucoup aidé.
allait rester dans le dossier et allait empêcher de rentrer par discrimination ou autre dans des écoles dans le supérieur. C'est quelque chose qui était, je m'en souviens très bien, voilà, c'est notamment, voilà, mes parents me le disaient, un de mes parents me le disait, ça, on peut pas faire parce qu'une fois que c'est dans ton dossier, c'est dans ton dossier. Les gens sont bêtes et ne se renseignent pas, donc ils ne savent pas ce que c'est, ça fait peur, et concrètement, tu pourras pas rentrer dans les écoles que tu veux, autres. Et c'était assez légitime de penser ça, si on connaît pas un petit peu comment ça se passe au niveau du renouvellement d'un dossier MDPH qui se fait tous les ans, bref, voilà. Mais à ce moment-là, donc j'ai aucun aménagement scolaire, j'en ai jamais eu de ma scolarité à cause de cette finalement idée reçue. Et au niveau de la communication au niveau des personnes au sein de l'école, ça a été fait que dans des cas d'urgence extrême. C'est-à-dire, ça fait le 4e carnet que je dois commander auprès du collège parce que toutes les pages de retard et d'absence sont pleines. Là on me convoque chez le directeur en me disant concrètement va falloir trouver une école, on va se mettre sur le dossier parce que là ça va pas le faire. À ce moment-là, je me souviens très bien que c'est arrivé une fois, mais si mon père, hein, pour le coup, n'avait pas évoqué le sujet du TDAH, c'était très compliqué. Il y avait aussi des actions pour le coup bénéfiques que j'avais pu faire au sein de, à ce moment-là, c'était de mon lycée, notamment une qui m'avait sauvé un petit peu de l'exclusion, qui était tout simplement que j'avais un autre camarade en première, si je dis pas de bêtises, qui avait un TDAH et qui avait donc un professeur qui ne savait pas du tout gérer ça. Et donc moi j'avais bien compris que ce camarade avait un TDAH vu qu'il m'en avait fait part de toute façon. Et j'avais commencé à créer mon blog d'ailleurs à ce moment-là, il me semble. Et donc je vois ce camarade, je le vois, qui commence à rentrer un petit peu dans un moment où il gère plus du tout, il gère absolument plus ses émotions et ça va partir. Alors que c'est quelqu'un de très intelligent, qui a un gros potentiel. Voilà, il y a pas de, c'est pas, on se dit pas lui c'est un peu l'élément perturbateur. C'est vraiment le premier de la classe, voilà. Mais il a ce TDAH et donc un professeur qui ne comprend pas du tout ça, donc il lui rentre un peu dedans, hein, d'un point de vue verbal, et je sais que ça va partir. Et donc à ce moment-là, c'est moi qui me lève, qui vais voir ce camarade, qui prend ce camarade, qui lui dit viens, on sort tous les deux, et sans écouter le professeur en question. Et à ce moment-là, l'étudiant en question commence littéralement à exploser dans le couloir. Ce qui à demi près aurait été dans la classe, et donc là, ça aurait été très compliqué parce que ça aurait été face au professeur en question, bref. Et donc cet événement qui avait été rapporté par quasiment tous les camarades de la classe à ce moment-là au directeur m'a bien sauvé la vie aussi. Donc, voilà, et ça a justifié un petit peu le fait que j'ai ce TDAH, que je comprenne et que je puisse aussi aider d'autres camarades qui en aient un, et que ce soit pas justement tout noir par rapport à ça. C'est ça, mais c'est pour ça que c'est hyper important d'en parler pour pouvoir mieux accompagner les personnes, que ce soit collège, primaire, lycée. Et justement, toi qui avais un peu cette complexité à l'école, le fait de faire des études supérieures, tu t'es dit allez, on y va. Même si le lycée et tout, c'était pas forcément pour toi, t'as voulu quand même continuer. Ouais. Alors j'ai voulu continuer dans un seul but, et surtout j'ai eu mes conditions qui étaient assez claires par rapport à ça, même si j'avais pas vraiment les moyens de poser des conditions par rapport à mes résultats. Mais bon, c'était pas grave. C'est-à-dire que lorsque je termine mon bac, je valide mon bac l'année du Covid. Donc très compliqué, c'est-à-dire que je vais au rattrapage, j'ai une moyenne qui est catastrophique à la fin au niveau de mes résultats, au niveau du bac même, donc c'est pour ça que je dois aller au rattrapage. Et de toute façon, mes professeurs me l'avaient bien dit, bon, tu vas au rattrapage même avant que je passe le bac, parce que ils avaient vu mes résultats, ils s'étaient pas du tout convaincus. À juste titre pour le coup. Et donc là, j'obtiens, j'avais 8 de moyenne, si je dis pas de bêtises, pour être tout à fait honnête. Et donc je vais à ce rattrapage, j'avais pas un seul cahier, donc dans tous les cas, c'était assez réglé. Et là, je me retrouve face à des personnes, et j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça, hein. Je dis pas que j'ai eu mon bac qu'on me l'a donné, mais disons que j'ai eu de grandes
qu'on m'a beaucoup facilité les choses. Lorsque j'ai été rattrapage pour m'accorder ce bac, notamment, il me semble, du fait qu'il y a eu une réforme entre-temps et donc il n'y avait pas de solution pour les redoublants, parce que les cours étaient pas les mêmes, bref. Et donc à ce moment-là, voilà, j'ai mon bac, je finis par avoir une moyenne de 12 à mon rattrapage, ce qui est, voilà, j'ai 12. Et donc j'obtiens la moyenne, j'ai mon bac, tout va bien. Et je me dis, alors là, pour continuer, faut qu'il y ait des conditions bien précises, parce que sinon je sais, je me connais, ça sert à rien que je fasse perdre du temps à des professeurs, à moi-même, voilà, à faire à aller en cours alors que ça ne sert à rien. Donc il faut que je trouve quelque chose qui me permette de progresser sur ce que j'aime de mon côté. La musculation à ce moment-là ne faisait plus partie de ma vie dû aux problèmes que j'avais eu. Et donc je me dis j'ai créé l'éveil du TDAH. C'est une activité qui me permet de communiquer et de transmettre des informations sur le web. J'aimerais que ces informations soient vues par le plus grand nombre de personnes possible, tout simplement pour pouvoir aussi avoir un impact plus grand. Je me dis est-ce qu'il y a des écoles finalement qui apprennent ça. Et donc là, c'est à ce moment-là que je commence à rechercher un petit peu des écoles qui pourraient m'apprendre à être plus présent sur le web, sur le digital, et donc que j'ai rentré dans une école qui m'a permis d'obtenir après voilà, là, j'ai d'ailleurs presque terminé un master dans ce domaine-là, et ensuite ça a été le jour et la nuit, hein, c'est-à-dire que j'avais presque je me disais, à un moment, je vais me réveiller où, ça va se complexifier d'un coup et je vais repartir à 6 de moyenne, parce que là, c'est bizarre, dans le sens où je ne faisais strictement rien. J'ai adoré ce que je faisais en cours dès la première année. Je me disais, mais incroyable. Je suis content le dimanche soir d'aller en cours le lendemain. Je sais que je vais apprendre des choses que le soir même, je vais pouvoir remettre dans mon activité. Et concrètement, oui, j'ai pris peut-être 11 points sur ma moyenne générale par rapport à l'année d'avant. Et c'est un truc où on se dit, mais vraiment, quand ça m'est arrivé, je me disais, mais ça va se complexifier, c'est que le premier trimestre, c'est pour ça. Après, ça va refaire moins 10 points. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ce que j'apprenais la première année, même peut-être les 3/4 des choses que j'apprenais, je les avais déjà apprises par moi-même, dans des livres, dans ce genre de choses, parce que je m'étais passionné par ce domaine-là. En fait. Ouais. Donc, toujours aller dans une voie où on a un objectif derrière, où c'est pas juste pour aller dans une voie pour faire plaisir à maman ou à papa, parce qu'ils veulent qu'on fasse une école de commerce ou d'architecture ou quoi que ce soit. Il faut vraiment avoir un but derrière, un objectif. Et si l'objectif, on peut l'avoir également à côté, c'est-à-dire que moi, je suis arrivé dans une école où en tout cas, j'ai prospecté dans une école qui se mettait en place à Lyon pour l'année dans laquelle je rentrais, ce qui m'a permis de pouvoir rentrer en disant voilà, je veux pendant toute ma scolarité pouvoir faire mon alternance, donc à partir de la seconde année, si je dis pas de bêtises. Non, d'ailleurs, déjà mes stages en première et deuxième année, puis mon alternance à partir de la troisième année dans l'entreprise, donc dans mon activité. Ce qui m'a permis, et ce qui a été accepté à ce moment-là, donc ce qui m'a permis en fait de toujours mixer les deux, ce qui était un avantage incroyable. Parce que concrètement, là, je me disais, ok, ça a du sens. Je peux, par exemple, une semaine sur 2, apprendre des choses, l'autre semaine, y mettre dans mon activité. Ça a tout à fait du sens. Les objectifs sont à court, moyen terme. C'est parfait. Trop bien. Et justement, aujourd'hui, sur Éveil du TDAH, ça correspond à quoi? Je crois que tu as une chaîne YouTube, je crois que tu as un blog, je crois que tu fais du coaching. Quelles sont un peu toutes les activités que tu as mis, justement? Alors à la base, donc l'éveil du TDAH, c'était simplement un blog, donc où je partageais des articles. Après, je me suis dit voilà, ça c'est pas mal, sauf que je touchais qu'une certaine partie de la population. Et je me disais, j'aimerais bien toucher des personnes qui ont un petit peu, par exemple, mon âge et qui vont regarder plus de vidéos. Donc je me suis dit, pourquoi pas aller sur YouTube. Donc j'avais déjà créé la page Facebook, je crée le compte YouTube où je commence à faire des vidéos, et puis je me dis, je vais donner la parole à des personnes qui, que ce soit au début c'était un professionnel de santé, puis après ça a été une autre personne qui était touchée par ça. Bref, dans tous les cas, c'était que des personnes qui étaient touchées par le TDAH, peu importe leur métier, et qui pouvaient en parler. Et donc, je me suis dit,
voilà, faire témoigner des personnes, pas que moi, mais faire témoigner des personnes pour que d'autres personnes puissent s'identifier à ces mêmes personnes et voir quels conseils elles ont à donner. Donc je commence à faire des interviews. Ensuite, il y a des personnes qui me disent, ben, on aimerait bien que tu fasses, enfin, moi, j'ai pas le temps de lire un article, tu pourrais refaire cet article en vidéo, que, voilà, on l'écoute dans les transports et tout. Je fais, bon, ok, donc je commence à faire des vidéos comme ça, où c'est moi qui me mets un petit peu en scène dans la vidéo, où, bah, j'explique un petit peu ce que je dis dans l'article, mais en vidéo. Donc après, de fil en aiguille, ça a bien fonctionné avec cette chaîne. Donc j'ai créé le compte Instagram, etc., etc. Et puis après, donc il y a des personnes qui me disent, bon bah écoute Arthur, c'est sympa tes vidéos, seulement c'est vrai que les conseils que tu donnes sont pas forcément adaptés à tout le monde. Et c'est le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très honnêtement et avec le recul que j'ai, je peux vous dire qu'il y a peut-être les 2/3 des conseils que j'ai ou des choses que j'ai partagées sur cette chaîne qui ne vont pas être adaptées à vous personnellement si vous les mettez en place, qui vont pas forcément vous convenir de la façon dont je le dis exactement. Tout simplement parce qu'on est tous différents. Donc ces personnes me disaient, écoute, j'aimerais bien qu'en fonction de ma situation, ben, on s'appelle par exemple une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, tu me partages des conseils, mais vraiment en fonction de ma situation à moi, des choses que tu as pu mettre en place toi, mais qui ont bien marché et qui me correspondraient. Et donc à ce moment-là, je me dis bon bah je vais mettre en place l'accompagnement, donc ce que je mets en place simplement, voilà, au fur et à mesure. Et donc j'en ai au début, bon, ça va, j'ai 3-4 personnes. Et puis après, bon bah ça commence à être un petit peu mieux et je vois que ça plaît, donc c'est l'essentiel. Et je fais face à quelque chose qui est que bah, j'ai des personnes qui me suivent, qui sont en face de moi, avec qui je peux échanger. Et le lien est différent que quand on parle à une caméra, malgré tout, parce que moi j'essaie d'imaginer des personnes qu'il y a derrière, mais on parle à la fin à une caméra, et c'est quand même bien plus sympa de parler aussi avec des personnes directement, d'avoir leur ressenti, d'avoir leur expérience. Et, euh, et on en apprend, mais tellement. Quand on a, par exemple, en ce moment, je sais pas, je dois avoir peut-être 3-4 appels par jour avec des personnes qui ont un TDAH différentes, mes parents, et je me dis, mais enfin, ouais, les partages d'expériences, les conseils qu'ils ont pu également mettre en place dans leur quotidien, c'est quelque chose qui nous fait avancer même dans notre vie personnelle beaucoup. Et donc ça, j'ai beaucoup apprécié le faire. Et puis voilà. Après, concrètement, récemment, bah, j'ai lancé un petit guide que j'ai destiné également aux parents, parce que malgré tout, je me suis dit bon bah voilà, c'est vrai que tout le monde ne peut pas se dire bon bah je vais prendre un accompagnement parce que malgré tout bon bah ça peut coûter un certain prix, même si évidemment on sait pourquoi on le fait, donc les prix sont raisonnables, bref. Mais voilà, c'est quand même une somme, donc je me suis dit, j'ai appris pas mal de choses de par exemple tous ces parents qui ont un TDAH. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais à chaque fois je prends des notes de mon côté et j'ai des cahiers qui sont remplis de notes comme ça. Je me suis dit, j'ai tout résumé dans un petit guide et avec tous les conseils, toutes les astuces que j'ai pu obtenir, et je vais les partager donc dans un petit guide. C'est un truc que j'ai lancé il y a pas très longtemps, là, il y a quelques semaines. Donc à peu près à peu près tout le voilà, Tout le panel de choses que tu proposes. exactement, bah, le cheminement surtout qui a mené à tout ça un petit peu. C'est ça, exactement. Puis au moins, tu cibles plusieurs personnes. C'est vrai que aussi pouvoir parler aux parents qui ont un enfant avec TDAH quand on vient de l'apprendre, enfin, quelles choses on peut mettre en place. C'est vrai que c'est hyper important. Par exemple, comme la MDPH, on n'est pas forcément au courant de tous ces dispositifs qui existent et qui sont importants de discuter. Je voulais savoir si tu avais eu des troubles du sommeil, toi, depuis l'enfance ou pas du tout liés à ton TDAH, parce que c'est vrai qu'on a déjà fait 2 épisodes et les 2 personnes nous ont dit qu'en effet, elles avaient des troubles du sommeil, donc je voulais savoir si tu en étais touché, toi. Alors pour le coup, en effet, je pourrais pas appeler ça trouble du sommeil de mon côté parce que c'est pas défini comme tel par rapport à ce que j'avais, mais disons que j'avais par période, et ça m'arrive toujours, un sommeil qui va être plus ou moins bon. Alors pour différentes raisons, et toutes sont généralement pas. Enfin voilà, j'ai réussi à pallier à toutes ces raisons. Donc principalement, la première, c'était le fait que j'avais beaucoup de pensées. Je pensais énormément de choses, ce qui faisait que j'avais du mal à canaliser le truc. Et donc il y avait, voilà, quand j'étais seul avec moi-même dans mon lit le soir, j'allais penser à plein d'idées, plein de trucs que je pouvais faire.
Et à ce moment-là, ça a été pallié simplement en prenant c'est un petit carnet comme celui-ci, où je le montre évidemment à la caméra, mais vous ne le verrez pas. Donc un petit bullet journal en A5, où je mets concrètement donc en fait une liste de tâches que j'ai à faire la journée sur la page de gauche et sur la page de droite. Je la réserve uniquement à un petit brainstorming, donc à des idées que je pourrais avoir. Et c'est un carnet que je vais avoir avec moi le soir à côté de mon lit. Et à chaque fois que je pense à quelque chose, que j'ai peur de l'oublier, que voilà, je vais le noter obligatoirement dessus tout le temps. Ce qui fait que parfois j'ai des pages qui sont plus ou moins remplies, mais ça me permet d'évacuer un petit peu et d'extérioriser tout ce qu'il y a dans ma tête à ce moment-là. Ce qui me permet de m'endormir beaucoup plus facilement derrière. Deuxièmement, j'avais un problème aussi, le fait que j'avais pas encore de cadre à ce moment-là, quand j'avais ces petits problèmes de sommeil-là. Et le cadre que je me suis imposé, c'est-à-dire avoir pas forcément se coucher à 21h et se lever à 5h30 ou à 6h du matin, mais le fait d'être régulier dans ces heures de coucher et de lever m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que pendant un moment, je sais que je travaillais très bien le soir, et j'avais tendance à très bien travailler le soir, et donc j'ai pas lutté contre ça. C'est-à-dire que je me suis dit, à partir d'1h du matin, je dors. Par contre, je me lève tous les jours à 8h30 ou 9h, et je ne fais pas exception à ça. C'est-à-dire que je n'irai pas me coucher à plus d'une heure, et je vais pas décaler tous les jours en me couchant à 22h, puis à 1h, etc. Donc, ce rythme-là m'avait permis de me stabiliser. Maintenant, j'ai pu évidemment raccourcir un petit peu ça, mais ça m'a bien aidé de mettre en place ce rythme. Et voilà. Donc, concrètement, voilà pour ce qui est du sommeil. Ça marche. Et pour terminer le podcast, je voulais savoir si tu pouvais nous partager justement comment tu as tiré parti de ton expérience pour aider les autres justement, outre l'éveil du TDAH, tout ce que tu peux mettre en place. Alors il y a beaucoup de petites astuces en fait qui se cumulent les unes aux autres et qui vont me permettre de rendre le quotidien un peu plus léger. Mais surtout, je dirais que le plus important, et quand j'ai compris ça, c'est ça qui m'a permis d'aller un petit peu plus loin dans ce que je voulais mettre en place. C'était que on n'a pas forcément envie de vivre dans un endroit hyper cadré, et le cadre n'est pas quelque chose qui nous attire à première vue. En revanche, c'est absolument ce dont on a besoin. Peu importe que ça vous plaise ou non, quand vous avez un TDAH, vous avez besoin de ce cadre. C'est ce qui vous permet ensuite de mettre en place d'autres choses et de pouvoir mettre en place des habitudes et des choses qui vont revenir, qui vont vous servir de repère pour ensuite pouvoir justement être bien avec ça et diminuer la présence de ces symptômes. Donc moi, c'est quelque part, c'est ce que j'ai mis en place dans un premier temps, cette fameuse un petit peu, j'appelle ça une routine, mais c'en est pas vraiment une. C'est-à-dire que je vais simplement avoir un cadre qui va être là, qui va être concret, avec des choses que je vais faire le matin qui vont se répéter, et vice versa, et le soir aussi. Et donc voilà. Ensuite, dans ce cadre, je vais mettre en place d'autres choses. Par exemple, je vais avoir des petits outils qui vont bien m'aider. Je peux avoir un casque anti-bruit. Je peux avoir un timer pour m'aider à gérer mes sessions de travail. C'est-à-dire que je vais fonctionner non pas en travail simple, je vais fonctionner en session de travail. Je vais pas dépasser les 45 minutes de travail, à part quand je dois être dans un état de concentration profonde, ce qui arrive pas très très souvent malgré tout, parce que sinon je sais qu'au bout si je reste hyper focalisé sur mon truc pendant 2 heures, je vais crier en énergie derrière. Donc je sais que voilà, je vais fonctionner par session de travail, je vais prendre des pauses régulières, et je vais utiliser un bullet journal, donc comme je le disais tout à l'heure, petit carnet en format A5, ça suffit, avec les listes de tâches, tout ce que j'ai à faire la journée dessus. Et tout ça va me permettre de pouvoir me dire, ok, j'ai mon cadre, j'ai ce que j'ai à faire qui est noté, j'ai les éléments qui me permettent de compenser finalement chaque symptôme du TDAH, c'est-à-dire l'organisation va être compensée par un bullet journal, par d'autres choses, par une routine. La distraction va être compensée par un environnement de travail où on va bosser face à un mur, ou des choses qui sont mobiles, qui sont immobiles et non pas mobiles. On va avoir une gestion des émotions qui va pouvoir être compensée par le fait de justement se coucher, se lever aux mêmes heures, par le fait d'avoir un carnet qui nous permet de noter ce qu'on ressent. Par exemple, on va pouvoir avoir une meilleure gestion de l'hyperactivité en utilisant des petits outils qui nous permettent de canaliser notre hyperactivité en la concentrant vers un objet, par exemple, comme des fidgets.
Donc voilà, c'est ce genre de choses. Chouette. Non, ça te fait pas mal d'astuces pour tout le monde, donc ça, c'est hyper intéressant. En tout cas, merci beaucoup Arthur d'avoir partagé ton parcours sur Chronique. Avec grand plaisir. Merci en tout cas encore une fois à toi Lorraine pour ton invitation. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato ? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com, mapatho.com, ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez. Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.